J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va aller analyser ensemble l'entreprise UNH. C'est le plus gros assureur de santé aux États-Unis qui est ce qu'on appelle vraiment totalement intégré. C'est-à-dire qu'ils vont gérer la partie assurance et ils vont également gérer la partie santé. Et actuellement, on a eu un effondrement en bourse de cette entreprise. On parle d'une baisse vient d'une baisse de quasiment 40%, ce qui est énorme, 50% même depuis les plus hauts. Et c'est une entreprise qui a historiquement surperformé le S&P 500. Donc depuis vraiment la création, c'est une boîte qui a pris 221 000%. Et sinon, si je vous mets, on va dire depuis par exemple 2008, eh bien même avec la récente baisse, on est toujours sur du plus 1300% d'augmentation par rapport à du S&P 500 qui a lui délivré du x5, du 561%. Et voilà, il faut vraiment, même si on remonte depuis 2016, même avec la baisse actuelle, on a toujours surperformé le S&P 500. Donc je vous ai mis dans un premier temps les chiffres dans les grandes lignes. Donc on a actuellement une entreprise qui est cotée à quasiment 500 milliards de capitalisation boursière. On est passé maintenant à 290 milliards. On avait un PE qui se négociait quasiment, voilà, on va dire sur les plus hauts, sur les 30. Et là, on est sur les 13. D'accord, on est redescendu sur les 13. Et avec également un dividende qui est vraiment, je vais enlever ça, qui est vraiment, en fait, on a une entreprise avec une réelle philosophie et une réelle, oui, voilà, de versement du dividende, hein. Tout simplement, depuis 2008, on versait 37 millions de dividendes. En 2017, on en versait, allez, 2, 3, voilà, 3, 4, 5, 6, 7. Là, on verse 7,53 milliards en dividendes et on fait d'autant, enfin, on met la même somme en rachat d'actions, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'également, le bénéfice par action a vraiment augmenté. Je vais me mettre avant de continuer sur. Je vais d'abord me mettre sur Gros Focus très rapidement. Là, je vous fais une petite introduction comme ça, hein, vraiment sommaire. On a effectivement une fair value qui est selon Gros Focus. On a quelque chose qui est terriblement sous-évalué. Et cette entreprise, là, au prix actuel, c'est tous les problèmes auxquels ils font face. Donc, on va le voir avec le CEO. On va voir également avec les cyberattaques. On va également voir avec le nouveau décret qu'a mis en place Donald Trump, justement sur précisément le secteur du NH. Mais vous allez voir que c'est 50-50. Ils vont également pouvoir tirer leur épingle du jeu avec cette partie-là, eh bien au prix actuel, ça serait une excellente opportunité puisque par exemple sur ce qu'on appelle le dividend yield, on est actuellement on a le rendement le plus élevé des 10 dernières années. C'est-à-dire que UNH ne s'est jamais négocié sur les 10 dernières années avec un rendement aussi élevé qu'au prix actuel, d'accord? Et on a également 18% de taux de croissance de dividendes sur les 10 dernières années. Ça vous donne un yield on cost de 15%. Si vous aviez acheté UNH il y a 10 ans, d'accord? Si vous la possédez encore maintenant, vous avez 14% de rendement sur votre prix d'acquisition, ce qui est énorme. Donc par an, vraiment, c'est juste dingue. Et là, voilà, on voit bien vraiment le dividende. Voilà, en moyenne, sur cette entreprise-là, on se négocie, on va dire, allez, à un yield de 1%, d'accord? De 1,3%. Et là, on est quasiment sur du 2, excusez-moi, ici, 2,2%. Donc voilà, c'est vraiment élevé. On a également ce que j'aime bien, eh bien un payout qui est assez maîtrisé puisque effectivement en fait là ici vous avez tout simplement, alors ça charge un petit peu, voilà, ici vous avez en vert le dividende par action, donc per share, et vous avez également en bleu le free cash flow per share. Donc on voit que concrètement on a un free cash flow per share eh bien, de quasiment ici de 22 et on verse un dividende de 8. C'est-à-dire qu'on génère 22 dollars par action et on en prend 8 pour le verser en dividende. Donc on a totalement la capacité de verser ce dividende et on peut même encore augmenter ce dividende si on le souhaite. Alors maintenant, je vais me mettre ici pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail, notamment sur le revenu par segment. Donc on va le détailler dans un instant, mais pour vous donner une idée, effectivement, Premium, c'est la majorité et là, c'est vraiment le cœur, le cœur du business de UNH, c'est le secteur, enfin c'est vraiment la partie assurance. Donc ça va être par exemple des particuliers, des entreprises où la majorité, là actuellement, c'est l'État qui va donner vraiment de l'argent eh bien, à UNH contre donc d'accord un service d'assurance. Si jamais le patient il tombe malade, c'est UNH qui va le prendre en charge, ce qui veut dire que c'est UNH qui va aller lui trouver par exemple, un médecin, qui va lui trouver un chirurgien, qui va lui trouver je sais pas, un scanner pour faire une radio par exemple. Et ça justement c'est sur la deuxième partie, ça va être sur la partie vraiment Optium. Alors, je vais mettre comme ça va être plus sympathique. Donc ici vous avez vraiment Optium qui va être justement le service qui va permettre à UNH d'avoir ses propres médecins. Ils en ont quasiment 90 000 et quand le patient tombe malade, eh bien directement, ils ont déjà un médecin qui travaille entre guillemets pour l'entreprise et donc ça va être beaucoup moins cher et ils font là-dessus comme ça vraiment des énormes économies d'échelle. Pour ce qui est des revenus, on a eu l'augmentation de 10% par an, c'est énorme. Pareil pour le revenu. Donc pour le prix en bourse, malgré la baisse, on a toujours du 10% sur les 10 dernières années. Le bénéfice net, pareil, on a une croissance de 14% par an. Donc franchement, c'est top. Et le
dividende, c'est vraiment magnifique. On est une entreprise qui a explosé son dividende, qui a réduit le nombre d'actions. Donc franchement, c'est top. Et maintenant, on va se mettre un peu plus dans le détail de l'entreprise, à savoir, premièrement, les trois choses qui font que l'entreprise s'est pris à moins 50%. C'est premièrement le PDG qui avait été abattu, ce qui a fini par conduire à des critiques généralisées du système de santé américain et à des critiques de UNH. Parce qu'il faut savoir que le business model de UNH est terriblement simple. C'est qu'on va payer par exemple, encore une fois, l'État ou une entreprise pour la couverture médicale de ses employés. Elle va donner par exemple chaque année 10 000 dollars à UNH en échange d'une couverture. Et ensuite, UNH, quand le patient est tombe malade, UNH a tout intérêt à lui dire que non, en fait, t'es pas assez malade pour que je te paye les soins et qu'UNH garde ces 10 000 dollars donc de premium. Donc UNH est incentive à vraiment, à faire ce qu'on appelle, j'avais marqué ici, à élever les taux de refus, c'est-à-dire à dire systématiquement, ben non, en fait, vous n'êtes pas malade, ben non, en fait, vous n'avez pas besoin d'aller voir le médecin, vous n'avez pas besoin de faire cette chirurgie, vous n'avez pas besoin de prendre par exemple ce traitement-là parce que c'est pas suffisamment grave dans votre cas actuel. Et donc ça pousse vraiment les patients et plus généralement la population. Et c'est vrai qu'en ce sens, on peut entre guillemets le comprendre parce qu'il y a quand même des cas graves dans lesquels il y avait des patients qui réellement avaient besoin de se faire soigner. L'État ou alors l'employeur avait vraiment payé UNH et UNH pour garder ses premiums ne l'avait pas soigné et le patient en est décédé. Il y a également, on va le voir avec Bill Ackman par exemple, Bill Ackman qui est vraiment un activiste contre vraiment UNH. Donc Bill Ackman, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un investisseur vraiment excellent, il gère plus de 10 milliards et il disait qu'il voulait shorter justement UNH et justement selon lui, en fait, on va le voir ensemble, mais UNH aurait le taux de refus, le taux de refus le plus élevé du secteur. C'est-à-dire que UNH, par rapport à tous les concurrents, c'est l'entreprise qui refuse systématiquement le plus de patients, donc qui refuse de soigner le plus de patients pour lesquels on leur a donné de l'argent. Et de ce fait, c'est pour ça que c'est également la plus rentable. Mais si UNH revient sur les niveaux moyens de refus de l'industrie, entre 17 et 20%, eh bien, en fait, les bénéfices ils seraient quasiment inexistants. Donc, selon Bill Ackman, on aurait peut-être possiblement une entreprise qui, si on revient dans la moyenne, eh bien, ne pourrait en fait générer quasiment pas d'argent. Bon, on va voir, on va nuancer ces propos, mais on est à peu près sur ce type de critique et on est à peu près également sur ce type de contexte et d'incertitude qui fait qu'effectivement, le prix en bourse s'effondre. Donc ça, voilà, c'est pour la première raison. La deuxième raison, ça va être que UNH a subi une attaque, cyberattaque l'année dernière, perturbant les paiements électroniques et les traitements de réclamation médicale, ce qui a entraîné une forte baisse du bénéfice par action 2024. Tout est à l'arrêt. UNH a dû décaisser de l'argent vraiment pour payer instantanément vraiment les différents soins, etc. parce qu'ils ne pouvaient plus les facturer. C'était vraiment très compliqué. Et bref, ils étaient totalement perdus. Et enfin, troisièmement, la UNH a finalement manqué les lignes supérieures et inférieure de son récent rapport sur les résultats pour la première fois depuis très très longtemps et ils ont également réduit les prévisions pour 2025, ce qui fait que l'action s'est totalement effondrée. On a également le CEO hier qui a quitté le navire sans avoir dit vraiment pourquoi. Donc là on a l'un des CEO qui était passé je crois CEO pendant 2 ans, 2007-2008, qui est revenu là entre guillemets intérimaire. Donc parenthèse fermée, je vais passer directement sur les 3 segments du UNH. Donc on va rentrer un step encore supplémentaire un petit peu dans l'entreprise. Il faut savoir qu'on a 3 grands segments, mais on a 2 grands pôles. Les 2 grands pôles, c'est l'assurance santé et c'est ce qu'on appelle les services de santé intégrés. Donc pour la partie assurance santé, c'est la majorité du chiffre d'affaires. C'est encore une fois, c'est le plus grand assurance santé des États-Unis, couvrant plus de 50 millions de personnes. Ces revenus proviennent principalement des primes versées par employeurs et particuliers. On l'a vu ensemble, plan d'assurance santé pour les entreprises ou les individus. Et deuxièmement, programmes gouvernementaux, notamment sur la partie Medicare. Pour les seniors, c'est plus de 65 ans. Et on va le voir, en fait, on va le détailler, mais il y a 90%, c'est des plus de 65 ans et il y a 10% des moins de 65 ans. Mais ces 10% de moins de 65 ans, c'est 100% de personnes qui ont, j'ai plus le terme, mais qui ont vraiment des problèmes médicaux avérés et des problèmes assez graves. Et donc, cela leur coûte, entre guillemets, assez cher, si je peux parler comme ça. Donc pour les personnes à faible revenu également, une petite partie. En 2023, UNH a généré sur cette partie-là 280 milliards de dollars de revenus, représentant la majorité des revenus du groupe. Donc voilà, pour ce qui est des primes, donc assurance via United Healthcare, on a ce segment qui reprend, comme j'ai dit, la majorité des revenus. L'activité principale, c'est plan d'assurance pour les employeurs et les particuliers, programmes gouvernementaux également, assurance santé internationale. Pour les poids dans le revenu, on a 79% des revenus totaux de l'entreprise. Deuxièmement, on a ce qu'on appelle les produits, donc la partie product.
product, donc vente de produits liés à la santé. Alors là, on a deux choses. Là, on a ce qu'on appelle Optium RX. Donc ça, c'est un segment qui va inclure la vente de produits médicaux et pharmaceutiques, principalement voilà, via leur filiale Optimum RX. Donc là, l'activité principale, c'est médicaments sur ordonnance. En fait, eh bien, vous allez chez la pharmacie, chez un médecin plutôt, vous avez une ordonnance, eh bien, vous allez voir Optium RX pour qu'il vous livre directement chez vous cette partie-là. On a également les équipements médicaux et les produits de vente divers. Donc là, le poids dans les revenus, là, on a à peu près 12% des revenus totaux de l'entreprise. Ça génère un chiffre d'affaires brut élevé parce que eh bien, le prix d'un médicament est élevé, mais ils ont des marges entre guillemets assez faibles sur cette partie-là. D'ailleurs, pour toutes ces parties-là, je me suis aidé de l'Investor Day 2024 avec, par exemple, vous voyez là sur Optium Health, eh bien, vous avez à chaque fois les fiches dans la partie Investor Day avec vraiment le détail. Donc ça, par exemple, c'est ce que je vous ai mis juste ici, vous voyez, sur la partie vraiment service. Donc la partie service, ça va être, en fait, ils ont Optium RX, également Optium Insight et Optium Health. Donc là, en fait, ça va être le segment qui va englober une gamme de produits de santé allant de la gestion des soins à la fourniture de solutions technologiques pour les professionnels de la santé. Donc globalement, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que à peu près, comment est-ce que c'est fait? Il y a cette partie-là pour les premiums. Ok, donc là, ENH encaisse des thunes. Ensuite, le patient, peut-être qu'il tombe pas malade. S'il tombe pas malade, vraiment, on a UNH qui prend vraiment 100% du premium et donc qui a un bénéfice net qui est énorme. Si le patient tombe malade, il y a deux choses. Soit il tombe malade et on lui prescrit simplement une ordonnance pour qu'il prenne un médicament. Dans ce cas-là, ça va être eh bien, le segment Optium RX qui va prendre ça en charge et qui va livrer ça au client. Et dans le cas où là, en fait, on a plutôt affaire à un médecin, à une clinique, voilà, des soins primaires, également une télémédecine, eh bien, c'est cette partie-là, on va dire, du business qui va rentrer en compte. Donc là, le poids dans les revenus, on a 9% et on a également un service qui est très rentable avec des marges plutôt assez élevées. Donc voilà, pareil, ici, je vous ai mis on va dire le détail. Hein. Donc là, c'est vraiment la branche de services de santé de UNH structurée en 3 divisions. La première, donc là, ça va fournir des soins directs aux patients via un réseau de plus de 90 000 médecins employés ou affiliés. Donc là, en fait, ils passent directement avec le médecin. Donc évidemment, ça leur coûte moins cher. D'accord? Donc encore une fois, le premium qu'ils doivent garder, qu'ils peuvent garder, il est plus élevé. Ensuite, là, cette deuxième offre, elle va offrir des services de données analytiques et de conseils aux prestataires de soins, assureurs et gouvernements. Et enfin, on a là, voilà, le Optium RX qui va gérer les prestations pharmaceutiques, y compris la distribution de médicaments et les services de pharmacie spécialisés. Donc là, voilà, en 2023, on a géré 226 milliards de dollars de revenus avec Optium RX et Optium Health. Alors d'ailleurs, petite parenthèse, ça c'est les chiffres du groupe, mais la partie Optium RX eh bien, passe également sur cette partie assurance santé. Donc c'est pour ça qu'en fait, là, si on enlève cette double comptabilité, on arrive plutôt sur du 110 milliards pour vraiment ce segment-là, ce qui est quand même assez important. Alors maintenant, on va partir, excusez-moi, là-dessus. Alors voilà, sur les taux de refus. Donc en fait, c'est vraiment une mesure clé de performance des assureurs santé qui représente le pourcentage des demandes de remboursement ou d'autorisation de soins qui sont rejetées par l'assureur. Donc concrètement, comment ça fonctionne? C'est très simple. Un professionnel de la santé ou l'hôpital envoie une demande de remboursement à l'assureur pour une prestation médicale, consultation, opération, traitement, une fois que le patient s'est fait soigner. D'accord? Parce que parfois, c'est urgent et voilà, il se fait d'abord soigner. Et ensuite, l'assureur va analyser la demande. Est-ce que le patient est bien couvert? Est-ce que l'acte est médicalement nécessaire? Donc là, en fait, on peut vraiment jouer sur les mots. Est-ce que l'acte correspond bien aux conditions du contrat? Et en fonction de ces critères, l'assureur accepte ou refuse de payer. Exemple chiffré, je vous avais fait un petit exemple, mais effectivement, si UNH reçoit 10 000 demandes de remboursement ou d'autorisation, elle en refuse 3 300, on a ce qu'on appelle un taux de refus de 33%. D'accord? Donc, type de refus possible, il y a dans les grandes lignes administratives, donc erreur de code, dossier incomplet. Ça arrive très très vite. Contractuel, donc acte non couvert par le contrat. Et médical, l'assureur juge que ce n'est pas nécessaire ou pas adapté. Donc pourquoi c'est un sujet évidemment ultra sensible? Pour le patient, un refus signifie qu'il devra payer de sa poche parfois des sommes énormes. Deuxièmement, pour l'hôpital ou le médecin, en fait parfois il ne peut pas être payé du tout parce que le patient s'il n'a pas d'argent et si UNH ne le paye pas, finalement il n'est pas payé. Donc en fait ça fait vraiment, ça complexifie vraiment le modèle dans son ensemble et vraiment le système de soins aux États-Unis dans son ensemble. Donc, ils vont faire appel, il y a un procès qui s'ouvre, le patient, UNH, etc. Il y a des litiges, il y a des frais, bref, ça n'en finit jamais. Et vous retrouvez comme ça un CEO qui se fait tuer finalement en plein New York.
Troisièmement, pour l'assureur, plus il refuse, moins il paye, bah, plus ses marges augmentent, mais cela peut nuire à son image et attirer actuellement l'attention des régulateurs, notamment la SEC. Et enfin, dans le cas du NH, donc voilà, on avait un taux de refus de 33% sur le marché des assurances santé individuelles subventionnées. Donc la moyenne sectorielle tourne autour de 17 à 25%. Et un taux aussi élevé soulève en fait des questions sur leur pratique. Refus excessif, critères trop stricts ou volonté de limiter les dépenses coûte que coûte. Voilà, on peut se poser vraiment toutes ces questions-là et ça fait effectivement, en fait, et on va le comprendre ensuite, on va aller voir Donald Trump, vraiment, on va dire les décrets qu'il a mis en place pour justement simplifier ce processus et vous allez voir que, en fait, actuellement, ce genre d'entreprises se font quand même énormément d'argent parce que c'est opaque, parce qu'on n'en sait rien, parce qu'on joue avec les mots, parce qu'ils ont les meilleurs avocats pour justement pouvoir gagner les procès quand on a justement des demandes qui sont refusées et que le patient finalement se retrouve à lui-même payer de sa poche avec des avocats, etc. Et c'est précisément ce que Bill Ackman il a expliqué dans cet énorme tweet, il en a fait d'autres. Alors en fait voilà, ici vous voyez très rapidement le docteur Potter, enfin l'histoire là qui relate en 30 secondes, c'est un chirurgien qui s'est fait appeler par UNH en pleine opération quand donc il était en train d'opérer un patient, d'accord. Et UNH aurait dit au docteur Potter: arrêtez tout, je sais que vous êtes en opération, arrêtez tout parce qu'on ne va pas pouvoir rembourser ce patient-là. Et donc le docteur Potter le chirurgien plutôt, a partagé cette expérience-là et cet appel-là sur Internet. C'était pas du tout au goût des avocats de UNH qui l'ont lourdement attaqué sur de la diffamation, sur énormément de plaintes, etc., avec des procès qui n'en finissent plus, limite sa carrière ruinée. Et Bill Ackman, justement, parce que également, très rapidement, UNH disait que c'était pas vrai, que cet appel-là n'a pas eu lieu, alors que cet appel il existe bien, etc. Et c'est précisément tout l'objet du post Bill Ackman. Et donc c'est pour ça que Bill Ackman dit, voilà, c'est vraiment une boîte entre guillemets de sensu, si on peut dire ça comme ça revient souvent sur ce type d'assureur. Mais voilà un petit peu ce genre de choses. Et c'est vrai qu'encore une fois, ouais, ils font vraiment l'argent. Enfin, leur business model, c'est soigner le moins de personnes possible pour garder le premium le plus élevé possible. Donc là-dessus, c'est très très simple. Je pense que vous avez compris vraiment la philosophie. Donc troisièmement, on va passer maintenant sur la partie Investor, ce qu'ils appellent Investor Update du 13 mai 2025. Vous voyez, vous allez ici, là vous avez Investor Update et vous avez tout simplement le transcript. En fait, là c'est le 13 mai comme vous pouvez le voir, là où on a eu le CEO qui a dit, bah écoutez, moi je vous laisse dans vos problèmes, ce n'est plus les miens entre guillemets et vous vous débrouillez avec tout ça. Donc globalement le résumé, c'est premièrement Andy Whitty qui a démissionné, donc le CEO qui était là, qui a remplacé celui qui s'était fait assassiner. Donc là il va rester quand même conseiller senior. On a Stéphane Hamsley, je ne sais pas comment on prononce ça, qui est l'ancien CEO de 2006 à 2007 qui va reprendre les commandes le temps de régler la situation. Ils ont, là je vous ai traduit, ils ont mis à la suite de ça, nous avons déçu, beaucoup de problèmes sont sous notre contrôle, mais bon en fait ils nous ont pas trop mis plus d'informations que ça, par nous dire ok c'est sous contrôle, pas tant que ça quand on voit la baisse du bénéfice, quand on voit la baisse des guidances et quand on voit surtout, on va dire les problèmes qui se stackent, qui s'accumulent et la confiance qui est de plus en plus rompue avec justement ce type de business. Et on va également parler, si on aura le temps, d'entreprises comme IMSS. Qui se positionne justement plutôt dans le sens de la régulation qu'on va avoir avec Trump, mais qui est un petit peu finalement comme la partie Optium de UNH. Donc, retrait des prévisions, donc des guidances pour 2025. Effectivement, UNH retire officiellement sa guidance 2025. Les raisons, changement rapide dans les tendances médicales, problèmes internes et gestion et d'exécution. Objectif, là, ils vont vraiment reprioriser l'opérationnel à court terme pour gérer les marges. Alors en fait, quand ils parlent de changement rapide dans les tendances médicales, c'est que les patients tombent de plus en plus malades. Donc ça leur coûte de plus en plus cher. Et quand ils parlent de problèmes internes de gestion et d'exécution, c'est que pareil, ils sont un petit peu débordés de ce côté-là. La cause majeure des pressions finalement sur les résultats, ça a été présenté par le CFO, donc le directeur financier. C'est justement les nouveaux assurés qui ont une santé plus fragile que prévu. Une forte accélération de l'utilisation des soins dans Medicare Advantage. Et troisièmement, un élargissement de cette tendance à d'autres segments. Donc voilà, des patients plus complexes. Et également, là, ils ont mentionné les niveaux d'activité en soins excèdent largement nos prévisions. C'est-à-dire qu'ils avaient pensé qu'un patient allait leur coûter, je sais pas, en moyenne $5 000, ça leur coûte 8 000. Bon, les marges, elles se font vraiment comprimer. Quatrièmement, l'impact sur Medicare Advantage et les marges. Donc là, les marges 2025 seront en dessous de la cible. UNH pense quand même pouvoir revenir dans la fourchette cible 3 à 5% en 2026.
Deuxièmement, les prochaines offres médicales, Medicare en 2026 vont intégrer ces hausses de coûts. Mais là, pareil, c'est-à-dire que on va forcément répercuter ça sur l'augmentation des patients. Est-ce que les patients ou est-ce que justement eh bien, les entreprises vont pouvoir se permettre d'augmenter les premiums? Ça, on ne le sait pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on ne le sait pas non plus et ça va encore mettre une mauvaise pub sur ce type d'entreprise. Donc là, voilà, effectivement, selon le groupe, on table sur un retour à la normale en 2026, mais selon eux, pareil, 2025 sera l'année de la transition et de la stabilisation. Alors maintenant, je vais passer sur ce qu'ils appellent une pression sur Medicare. Alors, en fait, c'est la Medicare Advantage, c'est une activité clé, évidemment, pour UNH. Donc UNH est le leader américain des plans Medicare Advantage, donc c'est une assurance privée de santé pour les plus de 65 ans, financé par l'État, très important. Le gouvernement paie UNH une somme fixe par patient pour couvrir tous les soins nécessaires. C'est hautement rentable si évidemment les patients ne coûtent pas trop cher, et enfin je voudrais dire les clients, et deuxièmement le système est bien calibré. Donc ici, pression est égale hausse inattendue des coûts de soins, c'est effectivement quand ils parlent de pression c'est ça en fait, c'est qu'ils ont une hausse inattendue des coûts de soins. Et effectivement depuis début 2024, UNH observe premièrement une forte augmentation des consultations médicales, surtout en ambulatoire / chez les médecins, donc de plus en plus de personnes qui doivent prendre l'ambulance et aller chez les médecins. Et troisièmement, notamment chez les nouveaux assurés Medicare Advantage. Donc en fait, ils ont remarqué que les nouveaux assurés qui rentrent dans le système sont beaucoup plus malades que les anciens. D'accord? Pourquoi c'est un problème? Parce que, voilà, effectivement, on reçoit un paiement fixe, par exemple 12 000 $ par an, peu importe le coût réel des soins. Si le patient consomme 14 000 $, on perd carrément de l'argent. C'est-à-dire qu'on a perdu. Voilà, c'est vraiment la société d'assurance. Donc là, on a perdu dans ce cas-là. Et donc, si c'est 10 000 $, on gagne. Donc évidemment, voilà, plus les patients consomment de soins, plus la marge fond. Donc, et actuellement, la consommation dépasse ce qu'ils avaient anticipé. Les patients nouveaux sont plus malades que prévu et les marges sortent de la fourchette cible entre 3 et 5%. Donc ce que fait UNH, c'est qu'on va retirer les guidance pour 2025, c'est qu'on va préparer ces offres pour Medicare 2026 avec des prix plus élevés pour compenser. Et troisièmement, elle va renforcer le suivi des nouveaux patients via Optium pour limiter les dépenses non nécessaires. Donc on va encore, on va dire augmenter le fameux taux de refus. Mais vu comment il est déjà élevé, ça va être compliqué. Et donc voilà, pareil, on espère revenir à la rentabilité d'ici 2026. Et enfin, le hausse du medical cost ratio, excusez-moi, le MCR, c'est assez connu dans le secteur, ça revient dans pas mal de conférences call pour votre culture générale. C'est dans tous les services assurance santé. Ça va être les dépenses médicales divisées par les primes encaissées. Donc voilà, si UNH encaisse 1 000 $ de primes et dépense 850 en soins, le MCR est de 85%. Et le résultat, si le MCR augmente, c'est qu'il y a moins de marge, est égal moins de bénéfices nets, est égal moins de bénéfices par action. Et là, pareil, voilà, dans le call du 13 mai, ils ont clairement indiqué que ça allait en ce sens. Donc il y a également une hausse du volume des soins ambulatoires, on l'a vu à l'instant, mais effectivement, a vu une explosion des visites chez les médecins et en soins externes. Plus de passages est égal plus de remboursement, est égal plus de coûts immédiats. Surtout problématique quand les patients sont nouveaux, donc moins bien évalués et également très important, moins bien évalués, ça veut dire que c'est un peu comme j'ai envie de faire une comparaison, mais c'est un peu comme le FICO score, vous savez, des notations de crédit quand vous voulez acheter une voiture, etc. Vous avez les banques, elles ont sur vous un FICO score par rapport, est-ce que vous avez eu des découvertes, est-ce que vous payez vos crédits, est-ce que par exemple, effectivement, vous avez une capacité d'épargne qui augmente d'année en année. Et bien plus tout ça c'est dans le vert, plus votre taux d'épargne, plus votre taux sur votre crédit sera finalement faible. Et bien là c'est pareil, plus vous avez de la data sur le patient, plus vous pouvez savoir si statistiquement parlant il va tomber malade souvent ou pas, et donc plus vous allez pouvoir demander à l'État un premium élevé. Mais là, comme c'est des nouveaux clients pour la majorité, ils n'ont pas encore vraiment une évaluation qui est bien pricée, et donc parfois ils ont vraiment des grands écarts, et donc parfois ils perdent pas mal d'argent. Donc c'est un petit peu l'idée actuellement. Donc voilà un petit peu dans les grandes lignes. Alors maintenant je vais passer sur la partie Trump pour terminer cette vidéo. En fait, le décret, c'est très simple, il y a deux mesures. La première mesure, ça va être la réduction des prix des médicaments. Donc là, c'est ce qu'ils appellent politique du pays le plus favorisé. Donc Trump a signé un décret visant à aligner les prix des médicaments aux États-Unis sur les plus bas pratiqués dans les pays développés. Donc une politique appelée Most Favored Nation Pricing. Donc quasiment que pour les vaccins et les cancers.
Et deuxièmement, Trump a également annoncé une réduction du financement des programmes publics. Deux choses. Premièrement, pour la partie Medicaid. Donc Medicaid, c'est pour les pauvres et Medicare, c'est pour les personnes ici âgées. Donc pour, entre guillemets, j'ai mis des guillemets, hein, les pauvres, eh bien on va avoir une réduction de 880 milliards de dollars sur 10 ans. Donc ça va affecter quasiment 70 millions de personnes. Évidemment, ça va avoir pour effet, techniquement, voilà, eh bien, de limiter l'accès aux soins pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Et donc les critiques, c'est que ces changements pourraient diminuer la qualité des soins et augmenter les coûts à long terme pour les bénéficiaires. Les bénéficiaires, c'est les patients. Donc, globalement, il faut voir qu'il y a deux choses. Premièrement, il va y avoir moins d'argent public dans le système. Donc voilà, Medicaid, Trump propose 880 milliards de coupes sur 10 ans. Medicare, pas de baisse directe sur les paiements, mais plus d'inscriptions par défaut sur des plans Medicare Advantage, donc les plans MA. Et précisément, c'est ce que possède quasiment majorité UNH. Donc là, ça pourrait être positif. Mais évidemment, en fait, on va le voir que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont donner moins d'argent pour chaque... Enfin, l'État va donner moins d'argent pour chaque patient. Et deuxièmement, ça va être une réduction forcée des prix des médicaments. Parce que là, globalement, en fait, l'objectif de Trump, c'est de réduire donc l'argent qu'il va donner dans le système, mais avec la réduction des prix des médicaments, normalement, ça va contrebalancer. Enfin, du moins, c'est l'idée. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'ici, ils vont faire une réduction forcée des prix des médicaments. Donc, objectif, faire passer les dépenses sans toucher aux prestations visibles. Méthode, imposée au labo, un prix plafonné, aligné sur les prix les plus bas pratiqués à l'international. Et donc, en ce sens, les PBM, donc tout ce qui va être ici précisément Optimum RX, donc les pharmacies Benefit Managers. Donc, en fait, ceux-là, ils vont vraiment avoir les marges qui vont s'effondrer si finalement la mesure est passée sur le long terme. Parce qu'en fait, là, Trump accuse les intermédiaires, par exemple Optimum RX et assureurs, de profiter du système opaque et de prendre une marge injustifiée. Donc, logique de la politique, c'est de dire, ok, on ne coupe pas dans vos soins, la population, on leur dit ça, on va leur dire, on force Big Pharma et les géants à baisser leurs prix, du moins à compresser leur marge. Donc c'est vrai qu'en ce sens, le positionnement du NH est pas non plus exceptionnel là actuellement. Et d'ailleurs, on rebaisse un petit peu aujourd'hui. Donc premièrement, on a une pression sur les marges via la baisse des prix des médicaments, puisque effectivement Optimum RX, premièrement, négocie les prix des médicaments. Deuxièmement, se rémunère via des marges cachées et des remises. Et troisièmement, tire profit de la complexité du système. Donc là, si on éclaircit tout ça et que le décret de Trump vise à supprimer ces marges en imposant les prix alignés sur les pays les moins chers, plus de transparence et moins de middlemen. Middlemen, c'est les intermédiaires qui prennent justement des frais au passage. Et deuxièmement, pour la réforme Medicare Advantage, donc là, UNH, pour le coup, c'est le plus gros acteur de Medicare Advantage, donc MA, donc très exposé à toute réforme touchant ce programme. Et ce que Trump veut, c'est favoriser l'élargissement de ce segment-là, encourager la concurrence, donc moins réglementé, donc potentiellement plus de croissance, mais encore que. Et troisièmement, imposer plutôt un plafonnement du coût des médicaments. Alors, dans ce cas-là, en fait, ça voudrait dire qu'effectivement, l'État donnerait beaucoup moins d'argent à UNH. Donc oui, les prix vont baisser, mais est-ce que les prix vont baisser suffisamment que la diminution de ce que va donner l'État, ça c'est la question. Donc la conséquence, c'est que le côté positif, davantage de seniors pourraient choisir UNH, donc de personnes de plus de 65 ans, moins de régulation administrative pour accélérer la croissance, et le côté négatif, c'est que si on plafonne les prix, sans ajustement des paiements du gouvernement, effectivement, baisse des marges sur les patients coûteux, d'accord? Puisque dans ces cas-là, il n'y aura pas d'ajustement. Donc écoutez, voilà les amis, c'était une vidéo un petit peu courte, puisque j'en ai trouvé aucune sur YouTube qui expliquait le business. Donc j'espère avoir synthétisé ça de manière assez simple et voilà que maintenant vous savez à peu près de quoi est-ce qu'il est question, comment ça fonctionne. Et surtout, je pense que là, voilà, vous pouvez maintenant aller peut-être un peu plus en profondeur de votre côté pour voir finalement est-ce que ça vaut le coup. Moi, personnellement, le business, l'entreprise m'intéressait par curiosité. Voilà, c'est quand même l'un des plus gros assureurs aux États-Unis. Après, encore une fois, voilà, le fameux, le business model en lui-même, franchement, je suis pas fan. Mais d'un autre côté, je pense qu'on aura toujours besoin de ce type d'entreprise qui font finalement l'intermédiaire entre évidemment l'État qui veut donner le moins possible, l'assureur qui veut garder le plus possible et le patient qui lui veut juste se faire soigner. Et voilà, c'est le système santé aux États-Unis est comme ça. Je pense pas qu'on va pouvoir le réformer et qu'il y ait une révolution qui fasse que ce type d'entreprise-là devienne finalement totalement inutile.
Donc de ce côté-là, c'est vrai que ça peut être intéressant. On a vraiment un historique du dividende qui est incroyable, un niveau de valorisation actuel qui est assez bon et surtout en fait, moi ce qui m'étonne, c'est que quand on met la croissance que potentiellement on peut vraiment délivrer selon le management, on s'attend entre 10 et 15 s'ils réussissent à revenir dans la guidance par an avec un peu de 13, c'est incroyable. C'est vraiment là, vous avez quasiment du 20 par an. Mais encore une fois, voilà, j'ai pas toutes les comment dire, tous les éléments. Et en fait, j'ai pas suffisamment de connaissances sur ce secteur-là pour me positionner. Et surtout, je trouve qu'il y a suffisamment d'entreprises qui réussissent eh bien, à clairement apporter énormément de valeur à leurs clients tout en apportant également énormément de valeur aux actionnaires. Et en plus, quand ces business-là, ils sont sympas à comprendre, bah, c'est là où je me positionne et c'est vraiment là où je préfère vraiment me allouer vraiment mon cash, allouer mon argent, etc. Et ça fait plus sens selon moi. Ou alors des boîtes comme IMS qui sont certainement un peu mieux positionnées sur ces nouvelles tendances. Bon là, c'est vrai qu'on a une spéculation qui est juste incroyable, hein. On a une boîte qui prend des 145% sur des news en quelques mois. Et sinon c'est vrai que voilà, je vous remercie. J'avais posté, enfin j'ai mis un post il y a 4 heures, juste avant de tourner la vidéo voilà, sur UNH. Donc voilà, je vous avais demandé si vous êtes actionnaire ou si vous envisagez de l'être. Mettez-moi un peu vos ressentis. Il y a eu énormément de retours, j'ai lu tous les commentaires. Et sinon, les amis, Google qui reprend un petit peu du poil de la bête. Là, mon call que j'avais acheté, il a déjà pris 1000 dollars en un jour. Donc c'est super. Pareil, mon call sur la S&P 500 est de nouveau positif. Le call que j'avais pris sur 800 jours. Mes ventes de put sur Nvidia, là, j'ai dépassé les 1200 dollars de plus-value. Lendbridge, pareil. Franchement, tout est remonté, donc c'est super. Crocs, pareil. Regarde un petit peu Crocs. Le rebond de Crocs. Donc là, mon call que j'avais acheté il y a maintenant quasiment 3 mois, il a repris 1500 dollars là sur les deux dernières années, enfin sur les 2 dernières semaines. Donc c'est parfait. Puis pareil, sinon Amazon, putain, Amazon, direct. On est reparti. J'ai à peine eu le temps de prendre une belle position ici sur ces alentours-là, qu'on est déjà reparti directement. Pareil que c'est reparti et là d'ailleurs on va faire un petit point sur les updates. Donc sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bah voilà, sinon vous avez également mon groupe privé mais gratuit, encore une fois, School, avec toutes les formations gratuites, c'est totalement gratuit. Vous avez toute une communauté avec bientôt plus de 1400 investisseurs, ça monte super vite. Vous avez donc des cours sur les ratios financiers, sur les rapports annuels, voilà comment vraiment interpréter un rapport annuel, les méthodologies, etc. pour que vous puissiez vous aussi vraiment avoir un truc pratico-pratique pour interpréter vos rapports annuels. Pareil sur la partie option, là un énorme cours de 1 heure sur la partie option, là je viens de vous en parler un petit peu si vous voulez approfondir le sujet, vous avez ça ici, puis voilà toute la partie vraiment communauté. Voilà, n'hésitez pas également à mettre en commentaire ce que vous en pensez de UNH. Est-ce que vous allez prendre une position? Est-ce que vous êtes déjà dessus? Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont dessus. C'est vraiment l'action à dividende par excellence sur les 10 dernières années. Et est-ce que justement vous pensez que ces scandales à répétition vont finir par forcer, on va dire, le gouvernement américain à changer son business, enfin à changer le business model finalement du service de santé aux États-Unis? Ou alors est-ce que UNH a comme ça 10, 15, 20 prochaines, enfin encore énormément de belles années devant elle finalement? Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Merci, c'était Léo. Bonne journée.